Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, nous rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence, et désolé pour cette voix horrible qui est due à des raisons rugbystiques que tout le monde comprendra. Ça ne m'étonne pas. Allez, on se tourne tous les deux vers notre invité Rémi Tel. Vue de haut. Bonjour Rémi. Bonjour Clémence, bonjour Valentin. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne se rappelleraient plus trop de vous, parce que vous êtes quand même notre chroniqueur régulier ici sur Ligne Droite. Vous êtes essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Paroles révoltées, Vaincre le Covidisme et encore La chute de Prométhée aux éditions Perspectives Libres. Et aujourd'hui, Rémi, vous venez défendre finalement un livre des éditions Perspectives Libres, Pandémie de la peur, projet totalitaire ou révolution. Vous allez me dire si je prononce bien le nom de cet auteur, Kees van der Pijl. C'est exactement ça. Un auteur qui est le professeur de relations internationales à l'université de Sussex en Grande-Bretagne. Et c'est son premier ouvrage traduit en français, mais qui a été traduit en plusieurs langues. On va parler de ce livre, évidemment, La pandémie de la peur, et refaire un bilan général sur d'ailleurs les actualités autour du Covid avec vous, Rémi Tel. Mais d'abord, un petit point peut-être sur l'actualité sociale, ici en France. Oui, une actualité sociale extrêmement riche et des événements qui se précipitent. Vous parliez ce matin de la Silicon Valley Bank. Peut-être qu'on est aujourd'hui à l'aube d'un krach financier d'importance que beaucoup avaient vu venir depuis plusieurs mois. Et donc tout ça, mêlé avec la contestation sociale contre la réforme des retraites qui cristallise bien des passions, je crois qu'on a une occasion inespérée aujourd'hui de sortir le loup de la bergerie, que ce soit par la rue ou par le vote d'une motion de censure unitaire au Parlement, qu'on doit se saisir de cette occasion-là. Et également, nous autres, dans la contestation, la résistance, comme on l'a appelé parfois, aussi de tracer un chemin. Et peut-être qu'il est temps maintenant de proposer quelques mesures concrètes d'application immédiate. Les Français doivent savoir ce que nous ferions si nous étions en position de décider. Je crois qu'il y a 3 axes aujourd'hui assez évidents et assez importants dans ce que nous avons tous défendu, notamment depuis 3 ans. La liberté d'une part, la paix d'autre part, et puis la dignité aussi des Français enfin. Donc voilà, j'appelle toutes les forces... La souveraineté, non ? Ça fait partie de la liberté, oui. La liberté vis-à-vis de Bruxelles, vis-à-vis des États-Unis, retrouver les moyens d'agir. Et donc voilà, les Français doivent pouvoir se projeter aussi, parce que je pense que beaucoup hésitent en se disant le chaos pourquoi pas, mais quoi à la place et donc peut-être qu'il y a une dizaine de propositions à rédiger en commun avec tous les acteurs de cette résistance pour dessiner un chemin en positif, une alternative positive à ce qui se passe en ce moment. Mais vous pensez vraiment, et c'est lié finalement avec le livre et le sujet qu'on va aborder après, qu'une révolte peut avoir lieu. On a l'impression que de toute façon, Covid, Ukraine, etc., les choses passent et finalement les révoltes ne se font pas. On est face à un peuple relativement moutonnier qui suit les grands axes donnés par les médias et par les politiques, et que finalement peut-être que cette révolte ne sera un petit pchit minoritaire, et que ça ne va pas forcément accoucher de quelque chose. Alors vous pensez que finalement il peut vraiment y avoir quelque chose qui peut en sortir ? Alors je ne sais pas, en tout cas ce que je sais c'est que c'est indispensable. Aujourd'hui c'est une question de vie ou de mort pour le peuple français et pour les peuples occidentaux de façon plus générale. J'observe aussi qu'il y a une cristallisation des colères contre Emmanuel Macron qui dépasse de très loin la question de la réforme des retraites, et d'ailleurs même les leaders syndicaux le reconnaissent. On est dans une situation d'emprise. Les Français étaient dans une situation d'emprise vis-à-vis du pouvoir macronien, et comme dans toute situation d'emprise, parfois on s'en va pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le mal qu'on nous a fait. Vous connaissez cette situation, voilà, il y a des femmes qui sont battues ou qui sont... Et puis un jour, elles partent pour quelque chose qui semble complètement anecdotique. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et les Français, tous arrivent dans la contestation à Emmanuel Macron, là, par le biais de la réforme des retraites. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, il y a les manifestations, il y a un certain nombre de blocages. On voit dans les rues de Paris des poubelles, des déchets qui s'amoncellent, etc. Ça dit quelque chose. Il y a beaucoup de signaux faibles qui montrent qu'il se passe quelque chose là ces semaines. Et donc, on ne doit pas louper ce moment. Ouais.
ouvrez les yeux. Et alors justement, c'est en lien direct finalement avec le livre que nous abordons ensemble, Rémy Tel, Pandémie de la peur, projet totalitaire ou révolution, je rappelle aux éditions Perspectives Libres, où il est également question de cette société de surveillance, de ce maintien finalement de la population dans une fausse vérité. Évidemment, il cite Orwell. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette partie-là d'abord, avant qu'on aborde la question covidiste pure, cette population sous surveillance? Alors, déjà, je dois vous dire que c'est un livre, moi, qui m'a un peu... J'étais stupéfait en le lisant. Je pensais tout savoir de la pandémie de Covid, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et cet ouvrage propose une réflexion sur le long terme, sur les motifs et les réseaux du mal, d'une certaine façon, et avec quelques révélations fracassantes. Et l'idée centrale, effectivement, de l'ouvrage, c'est de dire que face à la montée sur le moyen terme des contestations sociales contre l'oligarchie occidentale, notamment depuis 2008, il y a une tentative de reprise de contrôle de l'oligarchie sur les populations, et que cette reprise de contrôle se fait notamment au moyen de la surveillance généralisée, et que ça explique le Covid, qui a été en fait instrumentalisé à cette fin de surveillance et de reprise de contrôle sur les peuples. Oui, ça, il le montre très bien, il le développe, notamment avec ses répétitions générales. Il cite notamment l'événement 201. L'événement 201 en 2019, il y a eu le lockstep de la Fondation Rockefeller aussi en 2013. Et puis, après la pandémie de Strauss en 2005, de nouveaux protocoles au niveau international, et la prise de conscience que le narratif biosécuritaire fonctionnait bien. Allait effectivement devenir l'allié, le premier allié en réalité de l'oligarchie occidentale. Alors je précise, le lockstep de la Fondation Rockefeller, c'est la pandémie imaginaire qui permettrait, selon la Fondation Rockefeller, donc une répression de masse. Voilà. Les choses sont écrites, c'est ça tout est écrit, et tout ce que nous avons connu, tout des confinements à la lutte contre ce qui était présenté comme de la désinformation, tout ça a été pensé, a été préparé dans ce que Naomi Klein appelle une stratégie du choc, un capitalisme du désastre, c'est-à-dire la mise en place en fait, d'un événement sidérant les consciences, puis de réponses qui avaient été prépensées en réalité à cet événement pour dérouler un agenda politique. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que finalement, encore une fois, je le dis, mais tout est écrit, tout a été écrit avant. Pardon, je ne sais pas si c'est très français, prévisionné. Bien sûr. Enfin, donc voilà, tout est sourcé ici dans ce dont on va vous parler aujourd'hui dans cette émission. Oui, et sur un plan un peu plus théorique, l'un des concepts clés pour expliquer cette politique, c'est la biopolitique. C'est un concept de Michel Foucault dont Kees van der Spiel parle beaucoup dans son livre. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet, parce que ça me semble essentiel pour comprendre ce qui est en cours? Oui, alors Foucault en parle, mais Kees van der Spiel prend également le cas du philosophe italien Giorgio Agamben, pour lequel justement il y a trois grands récits en fait qui jalonnent l'histoire du monde occidental. Le premier, c'est le récit religieux qui prendra une teinte nationale à partir de la Renaissance. Puis, Deuxième Guerre mondiale, le concept de nation est remis en cause parce qu'il a conduit au pire. Et donc, c'est l'économie qui prend le relais, avec la promesse d'une émancipation, d'un enrichissement des masses travailleuses. Et lorsque le capitalisme, à la fin des années 90, n'est plus capable de délivrer sa promesse, eh bien, il y a un nouveau narratif qui prend la suite, et qui est le narratif biosécuritaire. Et donc évidemment on est aujourd'hui en plein dedans, et d'ailleurs c'est le cas pendant le Covid. Je parlais là des détritus à Paris. J'entendais hier le maire du 6e arrondissement dire que les revendications sociales devaient céder devant les risques sanitaires, sous-entendu les risques sanitaires de laisser des ordures s'amonceler dans les rues parisiennes. Donc on voit bien ce réflexe maintenant, quasiment un automatisme, de s'en référer à la biosécurité
pour justifier tous les asservissements. Bon, ça, si on continue dans la parenthèse, on a quand même entendu une élue Europe Écologie Les Verts nous expliquer qu'il n'y avait pas de problème s'il y avait des rats partout dans les rues, parce que c'était des gentils petits surmulots et qu'il n'y aurait pas de problème sanitaire. Donc bon, on peut aussi retourner l'argument sanitaire contre eux. Ouais, Valentin Chamard voulait peut-être continuer sur cette notion de... Non, mais c'est finalement, en fait, c'est le postulat, et ça a été acté avec le Covid, que la santé est un motif suffisant pour remettre en cause toutes les libertés politiques qui ont été accordées au fil des siècles. Bien sûr, parce que c'est un argument qui emporte avec lui tellement de charges émotionnelles qu'il est difficile de s'y opposer. C'est vrai pour le Covid, c'est vrai pour le transhumanisme. Si demain... Dans un pays où finalement la mort n'est plus importante, enfin la mort est vue comme une fin et plus comme une transition vers un autre monde. Donc exactement, c'est aussi la laïcisation. C'est la fameuse thèse de Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra. La santé deviendra l'horizon ultime de l'homme décadent. Voilà, nous y sommes d'une certaine façon. Et lorsque on peut vous proposer aujourd'hui, j'avais fait une chronique sur les puces Neuralink d'Elon Musk, de rendre la vue aux malvoyants ou aux aveugles à l'aide d'un plan, qui sera suffisamment courageux demain pour s'y opposer et assumer devant l'opinion publique eh bien de ne pas faire ce qui pourrait améliorer la santé ou ce qui pourrait rendre une capacité à quelqu'un qui l'a perdue au nom de considération éthique. Donc il y a une charge émotionnelle qui est extrêmement importante sur la santé, c'est vrai également concernant le changement climatique, et donc ce sont des instruments privilégiés en réalité pour faire avancer des projets politiques qui sont contraires à l'intérêt des peuples, mais qui d'un point de vue immédiat peuvent sembler correspondre à leurs attentes. Alors il y a quand même un point qui est un point central du développement de ce livre, c'est de montrer que justement donc, cette guerre biologique et cette ouverture de la crise Covid a été un des éléments qui aurait permis de faire une forme, lui dit-il, de coup d'État contre Donald Trump. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet-là ? Oui, alors il y a une réflexion donc, de moyen terme de l'oligarchie occidentale sur reprendre la main contre les peuples. Avec un traumatisme, celui de la crise de 2008, un traumatisme qui est réactivé notamment à la mi-septembre 2019, lorsque sur le marché repo, qui est un marché, c'est un peu technique, mais qui est un marché essentiel dans la stabilité du système financier international, on assiste à un mini-crack qui réactive donc les inquiétudes où on se dit on ne peut pas revivre 2008. Et en plus, il y a en ligne de mire l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis et cette possibilité qui terrifie l'oligarchie d'une réélection de Donald Trump. Et donc la thèse de Kees van der Pijl dans cet ouvrage, c'est qu'en fait le Covid arrive vraiment à point nommé pour répondre à la montée des tensions sociales, notamment par exemple dans l'Occident avec un point chaud, la France et les Gilets jaunes, le risque d'une reprise de l'effondrement financier et enfin de la réélection de Donald Trump. Le Covid ne sera pas le seul instrument destiné à compromettre la réélection de Donald Trump. Et il y a des révélations assez fracassantes dans cet ouvrage, notamment sur la fraude à l'élection présidentielle américaine de 2020, dont on apprend, source à l'appui, cet ouvrage est extrêmement sourcé, il y a plus de 500 sources qui sont citées, source à l'appui donc que la fraude, qui est aujourd'hui en secret de polichinelle, à l'élection présidentielle américaine, a été en réalité pilotée depuis l'ambassade de France des États-Unis à Rome, puisque le système satellitaire Leonardo, qui est un système d'armement italien, en fait a pénétré, commandé depuis donc, l'ambassade des États-Unis en Italie, il a pénétré les machines Dominions pour réaffecter les votes, etc. Tout ça part d'aveux même du chef de station de la CIA à Rome, et donc on en sait un petit peu plus sur cette fraude à l'élection présidentielle américaine. Et alors il y a un autre élément qui est très important, je pense, c'est le jeu que joue la Chine. On a du mal à comprendre d'ailleurs, mais même lui d'ailleurs, je crois, se pose la question à travers son livre. La Chine
en fait, il dit guerre biologique avec ou contre la Chine, puisqu'on sait qu'il y avait un partenariat Chine-américain, USA, sur ce développement, notamment de gain of function. Alors, comment se sont retournées ces affaires-là pour qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop, justement, s'il y a eu une fuite de laboratoire, si ça a été prévu. Et puis, on le sait, on en reparle notamment avec les dernières révélations. On a eu les Twitter Files, les Lockdown Files, et maintenant les révélations sur Fauci et les enquêtes de la commission d'enquête américaine, qui font qu'on a de plus en plus d'informations. On sait en tout cas que... ce qui est sûr, c'est que Fauci était au courant de ce qui se passait, notamment à Wuhan, mais peut-être aussi dans son propre laboratoire américain. Alors effectivement, ce qui est assez paradoxal en apparence, c'est qu'il y a une guerre, il y a une confrontation froide entre les États-Unis et la Chine, et pourtant, on a cette coopération sur des armes bactériologiques entre les services américains et la Chine, et notamment dans le laboratoire de Wuhan, laboratoire, il faut le rappeler, qui a été inauguré en grande pompe par Yves Lévy en 2016, donc Marie d'Agnès Buzyn, et puis par Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé, qui avait à l'époque pour conseiller un certain Gabriel Attal, je crois. Donc, c'est un paradoxe apparent, et dans cette guerre hybride, en fait, qui est le corollaire, ou plutôt que la conséquence de la dissuasion nucléaire, puisque dans un monde où des puissances dotées s'affrontent, il n'est plus possible d'avoir un affrontement conventionnel, et donc c'est une guerre un peu hors limite qui se joue notamment avec les armes bactériologiques. Et là, il y a ce truc assez incroyable, c'est qu'en fait, ils ont développé a priori des armes bactériologiques ensemble, ouais. Y compris pour s'en servir l'un contre l'autre à la fin. Kees van der Pijl émet quand même une autre hypothèse, qui est celle d'une sortie du Covid-19 d'un laboratoire d'armes bactériologiques américain situé aux États-Unis, dans le Maryland, c'est le laboratoire de Fort Detrick, et qui aurait en réalité contaminé des militaires américains qui participent aux Jeux paramilitaires de Wuhan durant l'année 2019, et il y a un certain nombre effectivement de faisceaux d'indices qui peuvent laisser penser que la souche première du Covid-19 en fait est américaine et non pas chinoise comme on l'a beaucoup pensé avec le laboratoire de Wuhan. Dit comme ça peut paraître un petit peu sorti de son chapeau, mais un an avant, donc en 2019, autour de Fort Detrick, il y a eu une épidémie de symptômes qui sont aujourd'hui similaires au Covid-19 et qui à l'époque avaient été attribués aux cigarettes électroniques. Exactement. Voilà. Et effectivement, là, lorsque le FBI admet enfin le rôle qu'aurait pu jouer le laboratoire de Wuhan dans l'épi de Covid-19, on se dit c'est peut-être trop beau en fait pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils l'ont caché pendant un temps parce qu'il fallait surtout pas montrer. Et ça, c'est aujourd'hui c'est avéré que le Covid-19 a été fabriqué par un process de gain de fonction financé par le NIH américain de Fauci. Ça, c'est très clair. Par contre, d'où est-il sorti ? Est-ce que c'est du laboratoire de Wuhan ou est-ce que c'est de Fort Detrick ? L'histoire le dira. En sachant que le gouvernement chinois avait déjà à l'époque reproché aux États-Unis de ne pas s'expliquer sur ce sujet au début de la pandémie, alors que les États-Unis continuaient d'accuser la Chine. Tout à fait. Bien sûr. On va continuer d'en parler. Il est 8h59, presque 9h sur Ligne Droite, et c'est l'heure des informations avec Adèle Rosner. Ligne Droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Rémi Tell, essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Paroles révoltées, Vaincre le Covidisme ou encore La chute de Prométhée, tous aux éditions Perspectives Libres. Et aujourd'hui, c'est un livre que vient présenter Rémi Tell, toujours dans ses éditions Perspectives Libres, Pandémie de la peur, projet totalitaire ou révolution de Kees van der Pijl. Il vient d'où d'ailleurs, Kees van der Pijl ? Il est néerlandais. C'est ça. Il est néerlandais, donc il a été, vous l'avez dit, ensuite titulaire de la chaire politique et relations internationales à l'université de Sussex. Donc c'est pas n'importe qui, hein. On n'a pas affaire à un blogueur qui a trouvé un truc sur Internet et qui... Non, là, c'est un universitaire européen très sérieux, reconnu internationalement, et à nouveau qui produit un ouvrage extrêmement documenté. Et traduit dans plusieurs langues, il faut le préciser. Et traduit dans plusieurs langues. Et on est très fiers, au Cercle Aristote et donc dans
dans la maison d'édition Perspective Libre qui lui est associée. On est très fiers de publier cet ouvrage. Alors, on parlait ensemble de l'un des éléments justement de ce livre sur cette guerre bactériologique entre les Américains et les Chinois et l'origine du virus Covid-19 qui viendrait d'un de ces laboratoires. On réfléchit justement entre est-ce une fuite de Wuhan ou même d'un laboratoire américain, Ford et Trick, dont on a parlé tout à l'heure. Je vous propose d'écouter à ce sujet, c'est le docteur Robert Redfield qui a été 18e directeur du CDC, donc le Center for Disease Control and Prevention, donc Centre de prévention et de contrôle des maladies, qui a été interrogé par une commission d'enquête américaine le 8 mars dernier. Et lui, on va vous traduire, hein, il explique que ce sont a priori les Américains qui ont financé la fabrication du virus de Covid-19 et notamment via ce laboratoire P4 de Wuhan en Chine. Ça, c'est dit sous serment en commission d'enquête, c'est intéressant de le préciser. Et il le dit, on pose cette question, en fait, là, vous allez voir la sénatrice qui pose cette question puisqu'il y a eu des révélations qui ont été faites juste avant sur le fait que le docteur Fauci avait poussé la rédaction d'un article majeur sur l'origine du SARS-CoV-19 de manière à réfuter la théorie selon laquelle le virus aurait fui d'un laboratoire. Donc, question sur le docteur Fauci de la sénatrice Maliotakis le 8 mars dernier. Et vous allez entendre la réponse du docteur Robert Redfield derrière. Écoutez. Dr. Fauci was affirmatively told in an email that NIAID had a monetary relationship. Donc le docteur Fauci a affirmé dans un email que le NIAID avait une relation financière avec l'Institut de Wuhan par l'intermédiaire de l'Union Health Alliance. On lui a dit cela donc le 27 janvier 2020. Pensez-vous que le docteur Fauci ait menti intentionnellement et sous serment? Alors lui, il répond, je pense qu'il n'y a aucun doute que les NIH finançaient la recherche sur les gains de fonction. Et lui, ensuite, elle repose cette question. Est-il possible que les impôts américains aient financé la recherche sur le gain de fonction qui a créé le vaccin? Et sa réponse, je pense que oui, pas seulement les NIH, mais également le département de l'État ou encore le département de la Défense. Donc vous comprenez que toujours sous serment, ce médecin de très haut placé finalement avoue que la fabrication du virus a certainement été réalisée et le gain de fonction également est payé en tout cas par le département d'État américain. Donc des révélations qui nous paraissent très très fortes, qui continuent de confirmer évidemment la fuite d'un laboratoire qui travaillait sur ce virus. Ça revient à ce qui est écrit dans ce livre, Rémital. Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive après, mais ça ne fait que confirmer l'une des thèses de notre auteur. Deux choses. La première, il serait bon que les parlementaires français engagent des démarches pour comprendre ce que nous avons vécu durant la pandémie de Covid-19. Pour être très honnête, je doute de leur volonté de le faire, et c'est la raison pour laquelle je renouvelle aussi mon appel, nous, dans la résistance, à faire des propositions. Nous ne sommes pas à l'abri d'une dissolution de l'Assemblée nationale, et si cela devait arriver, chacun prendra ses responsabilités. Je les prendrai d'ailleurs moi aussi à titre personnel, et je pense que l'une des mesures que nous pourrions proposer aux Français, c'est de créer une commission d'enquête transpartisane, justement, sur la gestion du Covid-19. Et on commence à avoir ce débat-là au Royaume-Uni, avec les Lockdown Files, aux États-Unis, grâce aux commissions d'enquête du Sénat, du Congrès américain. En France, pas un mot dans la presse mainstream et peu de députés qui s'intéressent à ces questions. Oui, et pas un retour sur ce qui se passe aux États-Unis de manière officielle en plus. Bien sûr. Toutes ces révélations qui sont faites et tout ça, sur le docteur Fauci. Vous l'avez dit, et rien dit. Donc sous serment, c'est une commission d'enquête officielle du Congrès américain. Donc là, on n'est plus dans la complosphère. Ouais. La deuxième chose, c'est que justement, cette complosphère avait raison en fait à peu près sur tout depuis le départ, et que les accusations contre Fauci interrogent aussi sur le Conseil scientifique français très tôt, dès le mois d'avril 2021. Des mails ont fuité entre Jean-François Delfraissy, échangés entre Jean-François Delfraissy, donc le président du conseil scientifique, et le docteur Fauci. Jean-François Delfraissy expliquant au docteur Fauci dans ses mails qu'il, je cite, tenait bon face à la pression
pour imposer des traitements contre le Covid, et notamment à l'époque c'était l'hydroxychloroquine. Donc en fait on a vraiment face à nous une sorte de mafia internationale, y compris composée de certains qui se présentent comme des scientifiques, et les ramifications sont transatlantiques en réalité. Donc les révélations là sur Fauci sont aussi des révélations sur notre propre gestion de la pandémie de Covid-19. Mais là, ces révélations, quand commencent à avoir émergé aux États-Unis et qu'on ne peut pas contester de toute façon, comment les interpréter? Ça veut dire qu'ici, on nous dit, finalement, on comprend bien qu'il y a eu une origine, une fuite d'un laboratoire, que ça a été caché et que les États-Unis finançaient ce gain of function qui, déjà, à l'origine, est interdit aux États-Unis. Donc, bon, tout ça est déjà intéressant en soi. Maintenant, d'où vient la fuite? Est-ce que ça vient de Wuhan ou des États-Unis? C'est encore une incertitude finalement, même à travers ces révélations. Qu'on s'arrête 2 secondes quand même sur tout ça. C'est-à-dire qu'on découvre, ou on découvre officiellement, que vous avez un virus qui a été construit artificiellement de toutes pièces et que ceux-là même qui ont financé sa fabrication ont été les auteurs des mesures discriminatoires, liberticides mises en place dans tout le monde occidental et les prescripteurs de ce qu'on a abusivement présenté comme un vaccin dont on connaît aujourd'hui les effets les plus délétères. Sur Euronews, donc vous voyez, c'est pas théorieducomplot.com, Euronews, il y a 3 jours, Euronews se faisait l'écho du taux de surmortalité en Allemagne actuellement au mois de décembre 2022, plus 37,3%. Donc, cette histoire a tué des millions de personnes. Je passe sur l'interdiction des traitements contre le Covid. Donc c'est pas un petit sujet et c'est pas une obsession de complotistes que de vouloir éclaircir ce qui s'est passé et de demander aussi des comptes à ceux qui étaient aux manettes au moment de la pandémie et avant, puisqu'on découvre aujourd'hui que tout ça a été quand même préparé de longue date. Oui, sans compter en plus tous les effets délétères psychologiques du confinement, la destruction des familles, le nombre de divorces. Donc on a vraiment un gros sujet. Il y a aussi, il faut revenir aussi sur ce qui a permis cette mise en place de thérapie du choc. C'est cette alliance sur laquelle Kees van der Pijl revient entre les médias, le système de surveillance informatique et la volonté de contrôler les populations, enfin, la volonté de surveillance de masse, et puis le système de renseignement. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus aussi ? Oui, alors il définit ce qu'il appelle un bloc de pouvoir, dont le rôle a été central dans la pandémie, notamment de Covid-19, qui mêle à la fois les monopoles informatiques, les services de renseignement, et puis donc les monopoles informatiques, les services de renseignement, et les... je vais vous dire... et puis les médias. Et les médias. Et je pense qu'il faut y ajouter un 4e acteur, et d'ailleurs il en parle beaucoup, qui sont des organisations non gouvernementales, et au premier rang desquelles un certain nombre de fondations. Il y a la fondation Rockefeller, la fondation Bill et Melinda Gates, le John Hopkins Institute, outre-Atlantique. Et donc en fait tous ces gens-là se sont tacitement accordés sur l'intérêt qu'aurait une pandémie pour l'avancée en fait de l'agenda politique médiatique mondialiste Et sur la question précise du renseignement, on a un renseignement occidental aujourd'hui qui n'est plus un renseignement humain, c'est un renseignement numérique, et donc il y a un resserrement depuis les années 2000 des liens entre Big Tech et Big Brother d'une certaine façon, avec des rachats de logiciels, avec la transmission plus ou moins avouée de données par exemple des réseaux sociaux aux organes de renseignement américains. Et donc ça en fait, forme un super complexe extrêmement puissant où le savoir-faire technologique rencontre la concentration capitalistique
Et donc, ça donne un pouvoir monumental à ce bloc-là que décrit Kees van der Pijl. Et pour conclure, Rémy Tel, vous qui étiez déjà assez renseigné finalement sur cette pandémie de la peur, que vous l'aviez peut-être théorisé avec un titre et un nom différent, mais que vous apprend vraiment Kees van der Pijl aujourd'hui à travers ce livre ? Quelles sont les nouveautés et ce que vous avez pu comprendre à travers ce livre ? À la fois, les choses sont plus complexes et plus simples que ce qu'on avait pensé jusqu'ici. On avait tous le regard tourné vers Yuan, par exemple, et cette théorie-là, cette hypothèse d'une fuite depuis Fort Detrick est vraiment une nouveauté dans ce qu'on sait sur le Covid. Et puis, concernant le motif, c'est-à-dire... Il y a un lien avec la crise de 2008. La crise de 2008, en fait, achève de trahir la promesse du capitalisme que j'ai appelé capitalisme prométhéen. Et donc, vous avez ces mouvements, Occupy Wall Street, il y avait une nuit debout, puis les gilets jaunes, et une inquiétude montante de l'oligarchie occidentale sur que faire, en fait, de ces peuples de moins en moins dociles en réalité. Et donc, avec la rencontre de l'élection américaine de 2020, la montée de ces tensions sociales, des inquiétudes sur la survenue possible d'un crack, on décide de tout enclencher dans une logique et avec des acteurs qui sont plus les acteurs évidemment du XXe siècle. C'est plus une confrontation entre des élites nationales dotées d'une force armée, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus diffus, avec des ramifications internationales qui vont mêler des universités, des plateformes de la big tech, des fondations, et tout ça est le terreau en fait d'un totalitarisme, puisque justement il s'empare de tous les champs, le savoir universitaire, la production de l'information médiatique, et qui a conduit à ce que l'on sait maintenant. Alors Valentin. Oui, je voulais simplement rajouter une chose. Alors évidemment, le livre est très intéressant, les révélations qui sont faites sont fracassantes et sourcées, mais il faut quand même préciser que c'est un auteur, Kees van der Pijl, qui est marxiste, et que donc il y a certains points de discorde qui sont légitimes, notamment sur sa vision, puisqu'il nomme expressément le capitalisme libéral. Alors sans être un franc partisan du libéralisme, je pense qu'on peut au moins lui accorder que le modèle économique d'aujourd'hui n'est pas libéral, puisqu'il y a au contraire une intervention de l'État croissante en Occident et une régulation de plus en plus importante de l'économie. Et puis là aussi également, il parle aussi du terrorisme islamiste un petit peu. Il a une vision du terrorisme islamiste qui peut être contestée, notamment en considérant ce terrorisme comme uniquement, c'est là qui me pose problème, uniquement un moyen de pression de l'empire anglo-américain sur les populations occidentales. Et notamment que ça participe à la stratégie de la peur. Donc c'est simplement pour préciser quelques points de discorde que j'ai avec ce livre. Bémol, mais vous avez bien raison, Valentin Schirmer. On va conclure sur une phrase de son introduction, qui est en tout cas une note d'espoir pour ceux qui considèrent qu'on est tombé dans un ordre de surveillance dont il faudrait se débarrasser. Il considère que toute cette entreprise est condamnée à l'échec. Trop de choses ont été mises en route trop tôt, dit-il, de façon désordonnée, et les contradictions entre les différents intérêts et institutions, apparemment tous d'accord, ne peuvent que se transformer en conflit ouvert. Voilà ce que nous dit notre auteur, et donc finalement on se dit, comme vous l'avez signalé au début, Rémy Tel, on arrive dans une période aujourd'hui de tension générale où peut-être que oui, il y aura peut-être un réveil, on ne sait pas encore comment, mais une forme de révolte des peuples. Oui, puis il montre que cette société numérique a deux versants d'une certaine façon. Ça peut être soit la surveillance totale, soit justement la diffusion de l'information de proche en proche, la possibilité d'interpeller les élus, et en fait une horizontalisation des rapports de force. Je crois que c'est le monde vertical qui s'effondre, et c'est aussi ce que peut nous permettre, paradoxalement, cette société numérique, et c'est peut-être ce qu'on constatera, en tout cas je le souhaite, dans les prochains mois. C'est ce que dit notamment Michel Maffesoli. Merci beaucoup Rémy Tel. Je rappelle vos livres à vous, Paroles révoltées, Vaincre le Covidisme, La chute de Prométhée, tous aux éditions Perspectives Libres, et le livre dont nous parlions, Pandémie de la peur, projet totalitaire ou révolution, chez Perspectives Libres, vous l'aurez bien compris, un livre de Kees van der Pijl. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.